Dans le grand rendez-vous de l'IA de Smartech, aujourd'hui, je reçois Jean Catan, secrétaire général du CNUM, le Conseil national du numérique, qui vient d'être rebaptisé Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique. Bienvenue, Jean. Ouais. Patrick Pérez également avec nous. Bonjour, Patrick. Bonjour. Directeur du laboratoire de recherche QTI. Eh bien, vous faites l'actualité tous les deux, c'est pour ça que je vous ai conviés. On va commencer avec QTI. QTI qui a dévoilé Unmute, une nouvelle IA vocale, je dois dire assez spectaculaire. Donc moi, je me suis amusée avec, pas plus tard qu'hier, et j'ai reconnu la voix d'un des fondateurs du laboratoire, donc évidemment synthétisée, pour répondre à mes questions. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cette interaction vocale était fluide ou non, la comparaison avec Moshi, qui est un peu son prédécesseur. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Unmute, mais quel rapport entre Unmute et Moshi? Et la réponse a été que Moshi, c'était un prototype. Alors, est-ce que l'IA a bien répondu, Patrick Pérez? Oui, alors j'espère qu'elle a dit plus de choses. Mais les deux sont des prototypes qui concernent dans les deux cas de l'IA vocale, donc de l'interaction vocale avec une intelligence artificielle. Mais c'est deux façons un petit peu différentes d'explorer un problème qui est celui de la fluidité, de la rapidité, de la pertinence de l'échange et du réalisme. Et en l'occurrence, donc Unmute qu'on a sorti il y a peut-être un mois, c'est une exploration d'une technologie modulaire qui permet à partir de n'importe quel chatbot textuel, de l'équiper avec des modules justement qu'on propose et qu'on va commencer à partager incessamment, de l'équiper donc d'une interface vocale très fluide. Donc on peut lui parler et l'IA répond avec sa voix et on peut même spécifier sa voix, etc. Donc ça impose des tours de parole contrairement à Moshi, mais néanmoins on a réussi à descendre la latence de façon importante, en dessous de la seconde, ce qui permet d'avoir quand même Parce que pour Moshi, il n'y avait pas du tout d'interface textuelle. Alors, C'est ça? alors dans Moshi, En tout cas, Moshi, juste pour ouais. rappeler juste, ce qui était spectaculaire, effectivement, c'était le temps de latence pratiquement de 0. Et on a même dit, en fait, Moshi est trop rapide à répondre à nos questions parce qu'elle n'attend pas qu'on ait terminé notre phrase pour nous répondre. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On peut mener une conversation tout à fait fluide et normale avec cette IA. On sent qu'elle prend le temps d'écouter nos temps de respiration. Ouais. Et de bien s'assurer qu'on a terminé notre phrase et elle enchaîne tout naturellement. Alors, qu'est-ce qui change technologiquement derrière, dans la machine, entre les deux? Dans le cas de Moshi, donc on a sorti il y a un an, effectivement, il n'y a pas de passage explicite par le texte, c'est-à-dire ce qu'on appelle des technologies voix-voix. Ouais. Donc ce que dit l'utilisateur en particulier n'est pas transcrit textuellement, donc ça va plus vite. Ça permet aussi justement au modèle de pouvoir interrompre même l'utilisateur et d'être interrompu. Là où Unmute fonctionne par ce qu'on appelle en cascade. Ce que dit l'utilisateur est transcrit en texte, le texte passe dans un chatbot textuel et la réponse de ce chatbot est synthétisée vocalement. Donc c'est un modèle finalement plus classique, qu'on retrouve chez les autres chatbots. Alors absolument plus classique, mais ce qui nous importe, c'est que les deux briques d'entrée et de sortie, c'est nous qui les proposons, donc elles sont en open source très bientôt. Elles sont extrêmement rapides en temps réel. En particulier, la partie transcription est très rapide et très précise et très robuste. La partie synthèse qui donne sa voix à l'IA, elle est effectivement très rapide, mais elle peut démarrer avant que le texte soit fini. Ouais. Donc la synthèse vocale démarre avant même que la partie textuelle soit finie, et ça permet d'avoir cette rapidité malgré l'aspect cascadé. Et la dernière chose, effet temps réel en fait. Ouais. Et la dernière chose, c'est que la partie textuelle, en fait, on peut la remplacer vraiment en fonction des cas d'usage, etc. Donc il y a une très grande modularité, ce qui permet donc beaucoup de versatilité dans l'application de la technologie. Donc c'est des technologies complémentaires. Accessoirement, Unmute aussi hérite d'un certain nombre d'avancées technologiques qu'on a dû développer pour Moshi. Comment vous regardez ces évolutions des chatbots vocaux? Parce que ça transforme totalement la manière dont on adresse aujourd'hui le numérique, la recherche, les outils du net. Oui, avec beaucoup d'intérêt et notamment du point de vue des cafés IA aussi. Quand on organise ces temps d'échange entre citoyens et que, par exemple, la ministre elle-même pose la question de savoir est-ce que vous utilisez une IA donnée et qu'on a des retours dans la pièce des utilisateurs ou non de ces outils-là, la question du langage, de la capacité à s'exprimer, de la capacité à corriger aussi tout type de problème d'élocution ou autre que l'on pourrait avoir
est vraiment un des sujets prioritaires qui ressort. Et ça, c'est absolument prodigieux. Je veux dire qu'on pense aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui se sentent et qui sont dans des situations de discrimination pour X motifs liés à l'expression langagière. Je pense que là, on est sur quelque chose de très intéressant, à condition évidemment d'associer ces outils-là à toutes les exigences du dialogue, de aussi la prise en compte des problèmes des uns et des autres, éventuellement des enjeux qui pourraient en ressortir, hein. On évoquait la question donc de la transcription de sa propre voix. C'est vrai que quand on fait l'exercice, c'est toujours très perturbant, quoi. Donc vraiment, il y a là tout un travail sociétal à aborder, et c'est un débat qui dépasse largement l'IA. C'est finalement la question de la relation à la source informationnelle. Comment est-ce qu'on crée un écosystème de confiance? Ça pose la question de la responsabilité aussi de la technologie. Quand vous êtes à l'origine comme ça de briques qui peuvent transformer complètement la manière dont on va interagir demain entre humains et entre machines et humains, peut-être de manière totalement indifférenciée, vous posez cette question de la manière dont ces briques technologiques que vous allez mettre en open source vont être utilisées par qui? Bien sûr. Alors évidemment, une des beautés et un des défis de l'open source, c'est qu'une fois qu'il est en open source, il est accessible à tout le monde de Oui. façon indifférenciée. En revanche, un élément de réponse parmi d'autres, quand on ouvre en ligne des démos telles que Unmute ou comme on l'avait fait avec Moshi, il y a certains éléments qui ne sont pas nécessairement ensuite dans les modèles qui sont open sourcés pour des raisons liées à Vous pensez à quoi? ça peut être la voix, dans le cas de Moshi, la voix de la démo en ligne n'est pas celle qu'il y a dans les modèles qui sont open sourcés, parce que dans la démo en ligne, c'est vraiment la voix de quelqu'un, d'une artiste qui a fait le travail avec nous et pour la démo. Et une fois qu'on a open sourcé, on a mis d'autres voix plus synthétiques pour cette raison-là. C'est un exemple parmi d'autres. Donc on fait attention. Ensuite, nous, on est évidemment intéressés aussi, comme il a été dit, à regarder les usages vertueux ou à impact positif sur la société de nos technologies. Et puis une dernière chose, c'est que faire de la pédagogie, faire de la vulgarisation contribue aussi, je crois vraiment très fort, à alerter les gens et sans doute à être plus collectivement en capacité de réduire les mauvais usages. Ah bah oui, oui, parce que moi, quand j'ai eu cette conversation hier avec Unmute, c'était vraiment très agréable déjà comme conversation. J'ai un peu challengé sur le français d'ailleurs. Mm. Et donc Unmute est capable de très bien s'exprimer en français, mais elle n'ose pas le faire à cause de son accent. C'est le raison qu'elle m'a donné. Et donc, à un moment, on se dit, c'est bien parce que ça m'alerte sur la capacité de ces IA demain, peut-être à m'influencer, peut-être à me tromper sur leur identité. Et je vous parle de ça pour faire un lien avec notre prochain sujet que je voulais aborder. C'est une étude des universitaires qui ont regardé comment ChatGPT pouvait ou non finalement nous faire changer d'avis. Alors, c'est quand même, le résultat est assez perturbant. Je pense que vous l'avez regardé aussi, cette étude qui est parue dans la revue scientifique Nature. Donc, ce sont des enseignants de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et de l'Université de Princeton aux États-Unis. Et en fait, ils ont fait débattre 900 personnes humaines avec des IA ou pas, avec d'autres humains. Et résultat, en fait, le LLM est beaucoup plus convaincant qu'un humain et est capable de nous faire changer d'avis assez facilement. En fait, il est plus convaincant que l'humain dans 64% des cas quand même. C'est un résultat d'ailleurs, c'est une étude très intéressante parce qu'elle vient dans la succession d'une autre étude qui avait fait cette même expérience auprès de personnes que l'on abordait dans ce cadre-là. C'est vraiment le cadre de la recherche qui a été fait de personnes susceptibles de croire en ce qu'on identifie comme des complots. Et donc là, on voyait que le LLM était plus efficace pour dénouer les ressorts du complot perçu comme tel que l'être humain. Et donc là, il y a beaucoup d'enjeux en fait. C'est du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans la relation interindividuelle. Déjà, ça offre ce questionnement réflexif. C'est-à-dire qu'en fait, on se fait moyennement confiance et qu'on est plus irritant pour l'autre qu'une machine. Déjà, c'est intéressant à explorer. Et ensuite, il y a aussi la question de savoir comment est-ce que l'agent conversationnel crée aussi cette bulle de confiance dans laquelle on peut se livrer corps et âme jusqu'à se dédire soi-même. Et ça, c'est assez intéressant, mais c'est aussi questionnant d'un certain point de vue, puisque ça veut dire que cette relation de proximité, finalement, avec l'agent conversationnel,
peut-être nous délie de cet esprit critique que l'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre, justement peut-être parce qu'il est irritant et on se dit tiens en fait qu'est-ce qui va pas dans ce qu'il me dit Mm. et que là on s'abandonne un petit peu. Donc En fait, on est presque face à soi-même. alors, il y Enfin, a- c'est ce sentiment qui peut Bah, naître. oui, on lâche quelque chose. On lâche quelque chose. Et alors, d'un certain côté, bah, c'est très bien si on veut poser des questions que, par exemple, un élève n'oserait pas poser dans une salle de classe. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on observait dans les commentaires sous les vidéos d'apprentissage sur YouTube et autres. C'est l'apprentissage par la bande, comme le disait la regrettée Dominique Pasquier. C'est de se dire que bah, finalement, on va peut-être oser poser des questions qu'on ne pose pas dans la salle de classe. Donc, il y a ça. Il y a bien sûr l'attention qu'il faut porter à la réponse offerte, ça c'est évident, mais il y a aussi le fait qu'on lâche peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la vigilance, du contrôle et finalement bah, de la construction collective qui se fait aussi, il faut l'accepter, dans la friction, dans une interaction un petit peu plus rugueuse. 82% de chances supplémentaires à parvenir à nous faire changer d'avis sur notre point de vue initial sur un thème à partir du moment où cette IA en plus possède des informations plus personnelles sur nous, plus sociales. Donc on voit en fait la manière aussi dont ça peut être utilisé pour la manipulation. Ça pose aussi toute la question des données d'entraînement et jusqu'où on entraîne une IA à développer des arguments, sur quel type de sujet. Ça aujourd'hui, ce sont des thématiques que vous abordez ou pas du tout parce que vous restez dans le champ de la recherche technologique? Alors, pas vraiment, même si ça m'inspire évidemment des réflexions. Alors, pour avoir regardé rapidement l'article, à quel point l'accès à des informations personnelles sur l'utilisateur augmente les chances de persuasion. Oui. Moi, j'ai lu quelque chose de différent dans le résumé qui dit que les résultats ne sont pas si significatifs. En fait, ils s'aperçoivent que même sans cette Voilà. personnalisation, de toute façon, l'IA est prompte à nous faire changer d'avis. Mais disons qu'elle affine davantage, Bien elle donne sûr. plus en plus de chances Mais de persuasion à son IA si elle a les infos sur la personne à qui elle s'adresse. En effet, c'est pas surprenant, puisque c'est vrai dans la relation humaine, etc. Mais enfin, ça vient d'être dit aussi à nouveau, l'interaction avec des machines peut aussi, quand on sait que c'est des machines en particulier, peut conduire à une forme de moindre autocensure, etc. Mais avec tout un tas de cas d'usage qui sont plutôt bénéfiques. Celui de l'enseignement pour certains élèves ou certaines personnes qui seraient vraiment bloquées face à un professeur, etc. Donc, je pense qu'il peut y avoir vraiment des vertus. Une question qui est vraiment compliquée avec ces outils, c'est leur polyvalence. Un même outil est utilisé de façon complètement transversale pour toutes sortes d'usages, dont certains sont parfaitement bénéfiques ou vertueux et d'autres pas du tout. Donc c'est vrai d'à peu près tous les modèles d'IA généralistes, que ce soit créer des images, créer du texte, interagir avec un humain. Donc on revient toujours à ces questions-là. Mais pour ce qui est des données, puisque c'était aussi la question, il faut quand même distinguer les données qui sont effectivement utilisées pour entraîner les IA et celles auxquelles l'IA a accès au moment où elle est utilisée, ce qui ne sont pas tout à fait la même chose. Et je pense que parfois il y a une confusion, mais effectivement, si on a plus d'informations sur la personne, c'est aussi une façon d'être plus pertinent, d'être plus utile ou plus persuasif. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, Patrick, c'est très important, c'est la question finalement de l'usage, le cas d'usage. Alors, ce Conseil national du numérique qui est renommé en Conseil IA et numérique, il va s'intéresser au cas d'usage? Oui, je pense en fait, ce qui a été annoncé est que ce conseil donc travaillerait en groupe de travail thématique. Et donc, on peut parier, même si je suis assez mauvais au poker, que finalement, cette question de l'adoption, de l'appropriation, que ce soit dans l'environnement professionnel ou dans l'environnement sociétal au sens le plus large, sera sur la table, c'est sûr. Et c'est aussi, je pense, cette question de l'accompagnement des usages, précisément, qui existe d'ores et déjà, qui fait que l'institution a été assez logiquement renommée. Il est très difficile aujourd'hui de parler de notre relation à la technologie sans parler d'IA. Et donc, appelons un chat, et mettons ce sujet sur la table. On a quand même gardé IA et numérique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas quand même que de l'IA dans vos sujets. Voilà, donc il y a toujours cette question, évidemment. L'IA, c'est du numérique. Le numérique est imprégné d'IA aujourd'hui. C'est justement, il y a un sens dans tout ça et un message qui est porté. C'est de se dire précisément, comme vous venez de le dire, que oui, il y a ces questions relatives à l'IA sans pour autant abandonner toutes les priorités politiques qui peuvent exister au sein de la population. Et alors justement, on parle de priorité politique parce que le CNUM, c'est un organe indépendant du politique. Est-ce que là, il va y avoir des choses qui vont changer du fait d'un rattachement?
Le rattachement a toujours été existant, hein, ça il est dans le décret aujourd'hui qui date voilà, de 2017 même, et puis dans les précédentes versions. Et c'est un rattachement à une ministre déléguée à l'IA et au numérique, d'où aussi la correspondance de nom. Oui. Son fonctionnement est totalement indépendant, c'est-à-dire dans l'établissement de son programme de travail, dans l'adoption de ses documents. Et ce qui sert cette indépendance, c'est aussi le fait, notamment, entre mille autres choses, que les membres sont complètement bénévoles. Bénévoles, mais alors bénévoles de chez bénévoles. C'est beaucoup de temps qui est donné à ces œuvres collectives qui sont fournies dans le cadre du travail du Conseil national du numérique aujourd'hui et du SCIAN demain. Et donc, il y a toutes les garanties pour que le travail fourni soit le reflet de l'expression libre et indépendante de ses membres. Et vous travaillez ensemble? Il y a des connexions qui se font comme ça avec l'écosystème, la recherche et le conseil? Oui, alors, à Vivatech, donc forcément, on fait la rencontre des acteurs. Et voilà, nous, le rôle que l'on a, c'est de garder un œil très ouvert, hein, et de mettre en partage tous ces éléments d'information. Donc là, aujourd'hui, cette semaine, on lance la lettre d'information de Caféia qui prend la succession de la lettre d'information donc qui existait jusque-là et qui s'appelait CNUM. Ouais. Et c'est l'endroit où justement on a à cœur de rapporter les initiatives qui existent dans la société. Donc nous, on garde toujours un œil très très ouvert sur ce qui se fait. Vivatech, ça a été un moment important aussi pour QTI? Ouais, Ouais. on était présents les 3 jours. On a fait les démos en live de Unmute, mais également de Hibiki, qui est notre modèle de traduction en temps réel sur téléphone portable. On a montré aussi Moshi avec des yeux, qui s'appelle Moshi Viz. On a rencontré des gens. On était sur le stand de notre partenaire de compute, qui est Scaleway. Non, c'était un moment fort, et on a fait pas mal d'interventions et pas mal de rencontres. Bon, ben, on va continuer à parler de Vivatech pour faire un petit retour en arrière dans notre séquence qui suit sur l'économie numérique. Merci encore à tous les deux, Patrick Pérez de QTI et Jean Catan du Conseil national du numérique ou du Conseil IA et numérique. Merci. Merci.